Bonjour Antoine, merci de nous rejoindre. Peux-tu te présenter, nous expliquer qui tu es et peut-être ton parcours scolaire? Bonjour Laurine, écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Antoine Desveronières, je suis le fondateur et le cofondateur de Véloc avec un associé, donc Romain Rudan, qui est juste à côté en l'occurrence. Et je suis encore en école d'ingénieur à Troyes. On finit nos études en très peu de temps et je suis en spécialité génie mécanique et je suis initialement d'Aix-en-Provence, donc je ne suis pas de Reims, de Troyes, pardon. Ok, donc du coup là tu es en 5e année d'études. Tout à Et fait. est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Donc en quelle classe tu étais en terminale? Euh, Qu'est-ce que tu as fait après le bac? Est-ce que tu es parti en prépa? Est-ce que tu as directement intégré une école d'ingénieur? Et pourquoi le génie mécanique? Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais, tout ça? avec plaisir. Donc, ce que j'ai fait en terminale, j'ai fait une spé maths physique. C'était le parcours classique et je me suis dit, bah allez, on part comme ça. Ensuite, je suis arrivé en école d'ingé directement, donc j'ai fait une prépa intégrée. J'avais envie de découvrir plus que en fait ma sœur avait fait une prépa et j'ai vu la difficulté que ça pouvait avoir. Et je dis bah voilà, moi je veux faire quelque chose d'autre en parallèle de mes études. Et j'ai bien fait parce qu'en l'occurrence, on a lancé Véloc en 2e année de prépa intégrée, donc directement, enfin quasiment en sortie de lycée. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Tu m'avais Il y posé. avait aussi la dernière, parce que tu nous as dit que tu étais en génie mécanique. En quoi ça consiste exactement cette spécialisation en ingénieur? Oui, alors génie mécanique, c'est une branche très particulière de l'UTT et l'idée, en fait, elle est assez généraliste. Ça va être de pouvoir des sujets comme des matériaux, un peu d'informatique, un peu de code, un peu de structure d'une machine et donc justement comment concevoir des produits en termes de mécanique et de… La mécanique, c'est assez large et en fait, quand on fait génie mécanique à l'UTT, l'idée, c'est de pouvoir concevoir un produit, comprendre comment il est fait et comprendre comment on peut avoir les capacités et les compétences techniques pour réaliser ce produit-là. Voilà, et c'est pour ça que je me suis orienté dans cette filière, parce que c'était la plus large et que je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'ai voulu apprendre beaucoup de choses sur plein de sujets. Ok, hyper intéressant. Euh, Comment ça s'est passé tes années de prépa intégrée? Parce que tu disais que ta sœur avait fait une prépa, que tu as pu observer que c'était genre hyper dur. Ouais. Toi, tu t'es dit, je vais faire une prépa intégrée. Dans le mot prépa intégrée, il y a quand même le mot prépa, donc tu as dû Ouais. quand même un peu bosser, je pense. Ah Comment oui, ça s'est passé? c'était dur, franchement. La prépa intégrée, c'est pas facile. Il y a un gros écrémage qui est fait à l'UTT. Et donc, ça reste une prépa, hein. C'est juste une prépa qui est un tout petit peu plus axée en fonction des besoins de l'école et notamment des spécialités. Et en fait, dès la prépa intégrée, on peut choisir des matières qui vont être pertinentes pour nous. Et pour ma part, en l'occurrence, c'était génie mécanique. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que l'élève que tu étais en terminale, euh, il, il était le même que celui que tu étais en prépa, ou est-ce que tu as dû changer tes méthodes de travail, adapter ton rythme, travailler peut-être plus que ce que tu faisais en terminale pour être sûr de faire partie des élus? Parce que tu disais qu'il y avait un écrémage. Donc finalement, il y a quand même une certaine pression à la réussite quand tu es en prépa. Quand tu arrives effectivement à l'UTT, donc en prépa intégrée, il y a pas mal de travail, oui. Et est-ce que j'ai bossé plus qu'au lycée? Au lycée, je ne travaillais pas beaucoup. De manière générale, à l'école, je n'étais pas le plus assidu. Donc justement, je t'ai dit que tu allais comprendre un peu plus sur mon profil. Et au lycée, de manière générale, je n'ai pas jamais été le meilleur élève. Je n'ai jamais beaucoup travaillé. Et j'avais des notes qui étaient largement suffisantes. Je tournais à 16, 17 de moyenne sans beaucoup travailler. Donc ce qui était très bien. Et en arrivant en prépa, j'ai pris un gros coup au moral. Je me suis rendu compte que en fait, pas travailler, ça ne marchait pas. Et que si je ne travaillais pas, ma première note en arrivant en prépa en maths, c'était 2,5. Voilà. Donc, ça fait mal. Et ça met un petit peu voilà, un coup de motivation en disant bah, si tu ne te bouges pas, bah, il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Donc oui, j'ai dû travailler beaucoup plus, changer complètement ma méthode de travail. En arrivant, j'ai confondu la dose de travail avec la qualité du travail en arrivant en prépa intégrée. Donc j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qui sont passées que travailler mieux et efficacement, ça valait beaucoup plus que travailler de manière abondante. Alors Voilà. ça, je te rejoins à 200%. C'est ce que je transmets comme message, parce que moi, j'accompagne beaucoup d'élèves qui sont en prépa, entre autres médecine. Et effectivement, la quantité ne fait pas la qualité. Ça Non. n'a absolument rien à voir, mais c'est le premier réflexe qu'on a, c'est de faire beaucoup en se disant que ça va être bien, sauf qu'en fait, si tu n'as pas les bonnes méthodes, en fait, Exactement. tu passes du temps à brasser du vent, quoi. Alors, les méthodes, oui et non, parce que chacun a ses méthodes différentes. Et moi, je sais que j'ai une méthode qui n'est pas du tout conventionnelle par rapport à certains amis qui travaillent, je ne sais pas, un mois avant les examens. Moi, j'ai tendance à travailler, je ne sais pas, 2 semaines avant mes examens, me mettre des musiques avec une onde à une certaine fréquence qui me permet d'activer au maximum mon cerveau. Enfin, je suis un peu spécial dans ma méthode de travailler, mais j'aime bien avoir des zones de focus où je suis hyper productif, mais qui me permet de faire autre chose à côté parce que vu que j'ai un programme un peu chargé,
entre le triathlon, les cours, vélo et les projets qu'on fait à côté, j'ai besoin d'être hyper organisé. Voilà. Ça, c'est génial. Donc, tu utilises les sons binauraux parce qu'en fait, c'est ça, les ondes que tu te mets. Ouais. Tu es la première personne que je rencontre qui me dit utiliser ça sans que j'en parle. Donc ça, vraiment, c'est top parce que c'est une chose que je recommande effectivement, que j'utilise moi-même quand j'ai besoin d'être ultra focus. Je mets effectivement des ondes qui me permettent d'être vraiment dans la tâche que je fais et de ne pas sortir en fait de mon focus. Tu nous parlais du triathlon. C'est un sport qui est quand même très exigeant avec 3 disciplines. Comment tu as fait pour mener de front et tes études et ce sport? Parce qu'en plus, j'ai vu que tu faisais de la compétition à côté. Comment tu as fait pour tout gérer et pas abandonner quoi que ce soit, quoi? Alors, c'est assez marrant, mais c'est le triathlon qui m'a permis de tenir pour les cours parce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un profil un peu hyperactif initialement et je ne sais pas faire qu'une seule chose à la fois. Enfin, à la fois, si, mais j'ai besoin d'être stimulé de manière différente. Et le sport, ça m'a toujours permis de m'évader de quelconque manière. Et je sais que si je n'avais pas eu autant de sport, je n'aurais pas tenu sur mes cours parce que voilà, c'est pas la chose qui me le stimulait le plus. Alors, j'avais besoin de stimuler à côté, quoi. Je voudrais qu'on parle maintenant de ton projet que tu mènes du coup en parallèle de tes études. Tu as développé donc une société. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Véloc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi l'origine de ton projet? Pourquoi ce projet-là particulièrement? Et comment vous menez de front vos études et ce projet qui vous tient quand même à cœur? Oui, tout à fait. Donc, pour t'expliquer, nous, on est parti d'un constat simple qui est l'augmentation du nombre de vols de vélo en France. Pour te donner un chiffre, c'est 500 000 chaque année. Ça fait un vélo par minute. Je te laisse juste regarder depuis qu'on parle tout à l'heure le nombre de vélos qui sont partis. Et quand tu le ramènes à la minute, c'est assez impressionnant. Et avec mon associé, on faisait tous les deux beaucoup de vélos. Et on s'est rendu compte qu'en école d'ingénieur, on avait les capacités techniques pour proposer une solution qui répondait à ce problème-là. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi personne n'a jamais fait quelque chose comme ça? Et donc, ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est une solution de stationnement sécurisé sous forme de borne, avec un cadenas qui est présent de chaque côté. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 cadenas sur chaque borne qui marchent à l'énergie solaire. Et avec une application, on peut déverrouiller la chaîne en moins de 30 secondes. C'est-à-dire que vous arrivez sur place avec votre vélo seulement. Vous n'avez plus à vous déplacer avec un cadenas. Et tout est déjà sur place et vous avez juste à utiliser l'application. Donc, en fait, c'est comment on pousse les personnes à utiliser leur vélo en leur proposant une solution qui soit la plus sécurisée possible et de dire, voilà, on simplifie ce déplacement-là en proposant une solution tout en un. Et comment on l'a intégré avec nos études? Alors, on s'est beaucoup appuyé avec mon associé qui est juste à côté, Romain, et on est tous les deux hyper complémentaires. Romain est en informatique, moi je suis en mécanique, et on a, que ce soit sur les compétences techniques ou sur le profil, donc le caractère, on est hyper différents et très complémentaires. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu évoluer tous les deux et qu'on a pu faire grandir ce projet en parallèle de nos études. On a aussi travaillé avec plus d'une vingtaine d'ingénieurs sur ce projet, car on a créé une matière dans notre propre école. Ça, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, on proposait à des étudiants, plutôt que d'avoir une matière quelconque, de leur remplacer les crédits ECTS pour travailler sur Véloc. Donc nous, ça nous aidait, eux, ça les aidait. Et en fait, on concrétisait clairement des compétences techniques qu'ils voyaient en cours pour les appliquer à un projet qui était concret. Voilà. Ok. Et donc, on chouette. le soir, au début, un peu la nuit, après. Et en fait, on a juste appris, comme je te disais tout à l'heure, comment on peut travailler plus efficacement pour faire plus de choses à côté. Parce que j'avais des amis qui travaillaient toute la journée, qui avaient besoin de beaucoup de travailler, qui étaient stressés s'ils ne travaillaient pas assez. Et nous, on s'est dit, voilà, on va travailler ce qu'il faut, on va travailler bien. Et comme ça, derrière, on peut développer quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on est tous les deux motivés par cette cause-là. Ok. Et aujourd'hui, cette solution, elle se vend auprès des particuliers ou c'est plutôt les entreprises ou les collectivités qui sont finalement les financeurs? Est-ce que c'est le particulier qui doit acheter du coup les 2 solutions ou est-ce que c'est plutôt la ville qui met en œuvre les choses? Alors, pour nous, c'était une volonté de dire, mais comment on peut faire en sorte que cette solution se démocratise? Et donc, on a voulu faire en sorte que pour l'utilisateur final, ce soit entièrement gratuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient à garder parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, la sécurité à vélo, ça ne devrait pas être une option, ça ne devrait pas être payant, ça devrait être quelque chose d'assez logique. Et donc, pour moi, c'est à une collectivité en tant que politique d'installer ça pour ses utilisateurs ou alors à une société, une entreprise, de l'installer pour ses salariés. Aujourd'hui, du coup, pour répondre à ta question, on vend à des mairies qui l'installent pour les utilisateurs, à des entreprises et ça rentre dans des quotas RSE. Donc, pour eux, c'est assez intéressant. Et tu m'avais posé une autre question. Et je pense que c'est assez pertinent de le notifier.
Tu l'as dit tout à l'heure, en co-stationnement, il parle de sécurité. Aujourd'hui, on travaille avec un système d'alarme, une chaîne qu'on labellise, et en plus de ça, les bornes sont placées sous vidéosurveillance. Et pour nous, ça c'est important de dire qu'on ne travaille pas non seulement sur la sécurité technique du projet, parce qu'on travaille sur la sécurité psychologique. C'est-à-dire que notre borne, elle est assez massive, et on se rend compte quand les gens nous en parlent, qu'en fait, ils sont rassurés d'en fait, de s'installer sur une borne comme ça, plutôt que sur un arceau, qui a l'air vachement fragile quand on compare l'un et l'autre juste à côté. Donc en fait, en plus de la sécurité technique qu'on a mis en place avec plus des 20 ingénieurs qui ont travaillé dessus, on a vraiment travaillé la sécurité psychologique. Ok, hyper intéressant. J'irai regarder la solution et je mettrai dans les liens Ok, avec plaisir. lien vers votre page, parce que s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent peut-être mobiliser leur mairie pour mettre ce genre de choses en place, comme je te disais, quand on s'est contacté, moi du coup j'habite en Loire-Atlantique et on a on porte vraiment attention à tout ce qui est mobilité douce, et il y a beaucoup de gens qui vont travailler à vélo, donc peut-être que parmi effectivement les auditeurs du podcast, il y aura des gens qui seraient intéressés pour avoir cette solution, donc je mettrai les informations dans les notes de l'épisode. Complètement, je te remercie en tout cas. Avec plaisir. Quand je regardais ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu parlais de dépassement de soi. Oui. C'est une notion que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu mets derrière et comment dans ta vie, tu mets ça en œuvre? Alors, là, ça va aller, c'est un peu plus loin que juste Véloc. Le dépassement de soi, c'est plutôt au cœur de mon caractère. C'est-à-dire, depuis toujours, je me suis toujours posé des questions, mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait comme ci? Et j'ai eu toujours tendance à remettre en question les choses que je voyais autour de moi. Remettre en cause, par exemple, je sais pas, pourquoi une brosse à dents c'est comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire autrement? Qu'est-ce qui existe, en fait, qu'on peut changer? Et quelles sont les mœurs qui ont été une habitude pour tout le monde et pourquoi on ne peut pas les changer? Donc, j'ai toujours eu une vision un petit peu, comment dire, qui n'est pas la même que tout le monde. Et c'est ça qui m'a poussé à dire, mais j'ai besoin de prouver aux gens qui sont capables de plus que ce qui existe déjà. Et pourquoi on ne peut pas remettre en question ce qui est déjà existant. Et quand je parle des dépassements de soi, c'est parce que je suis quelqu'un qui je pense, met beaucoup cette valeur au cœur de ma personnalité. En tout cas, tous mes amis, tous les gens qui sont autour de moi, j'essaie toujours de les tirer vers le haut, toujours de dire, mais comment on peut regarder ensemble pour que vous fassiez toujours plus, toujours, vous ne vous sous-estimez jamais. Et ça vient d'autres choses. C'est-à-dire pendant longtemps, je n'ai pas eu confiance en moi. Et je me suis rendu compte, j'ai eu un déclic il y a quelques années. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tant d'années? Donc, et j'ai eu un déclic. Et du coup, tous les gens que je vois autour de moi, que je peux aider et que je me rends compte qui sont dans cette situation-là, j'essaye de les aider au maximum parce que ça m'a franchement mangé la vie d'une manière extrême. Voilà. Ouais. Alors, en même temps, quand on est jeune, c'est jamais simple d'avoir confiance en soi parce qu'on construit sa personnalité. Tout à fait, ouais. Et en plus, les références qu'on a sont souvent l'école avec les notes. Il suffit que tu n'aies pas des bonnes notes, ça peut impacter ta confiance en toi. Il suffit, j'en sais rien, qu'à un moment, il y ait une remarque qui soit faite sur ta personnalité, tu te remets en question. C'est pas simple, donc. Un trait d'un ingénieur typique, effectivement, c'est d'apprendre à remettre en question. Je pense que c'est d'être assez objectif pour prendre du recul, regarder la situation d'un point de vue extérieur et de dire, mais comment on peut trouver une solution technique ou intellectuelle pour répondre à ce problème-là. Je suis d'accord. Pendant tes études, tu es parti au Mexique. Tout à fait. Tu peux nous parler de cette expérience? Combien de temps ça a duré? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, aujourd'hui, les diplômes d'ingénieur, dans un diplôme, on est obligé de partir 6 mois à l'étranger. Donc, par exemple, mon associé Romain, lui, il est parti 6 mois au Canada. Et moi, j'ai décidé de partir au Mexique parce que l'Amérique latine est un pays qui, de manière générale, m'attire énormément. On m'avait accueilli chez moi, quand j'étais plus jeune, en équatorien pendant 1 an. Et je me suis rendu compte que les valeurs de l'Amérique latine m'étaient très proches. Et j'ai dit, tiens, le Mexique, c'est un pays dans lequel j'adorerais aller. Donc, c'était pendant 6 mois. J'ai fait un échange du coup à l'école de tech de Monterrey. Et donc, c'est dans le nord du Mexique. Et c'est un voyage qui était extraordinaire parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plus que l'école, il y a plus que les cours. Et là-bas, on le met bien en valeur parce qu'on ne demande pas ce que tu fais dans la vie, on demande quels sont tes hobbies. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en France. On demande, oui, mais tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Et en fait, on te catégorise par rapport à ça. Et je pense que c'est des valeurs que j'ai beaucoup gardées et que j'essaie de prôner au maximum, de dire que, comme depuis toujours, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que le travail, il y a tout ce que tu fais en parallèle, en fait, qui définit tes traits de personnalité de manière tellement plus flagrante que ton travail.
Et c'est aussi pour ça. Mais après, j'ai un point de vue un peu disruptif par rapport à quelqu'un soit de mon âge, soit de France. Et parce qu'en fait, j'ai été inculqué à ça. Mes parents ont beaucoup voyagé. Et c'est pour ça qu'à l'école, je n'ai pas toujours été le plus calme. Je n'ai pas toujours été le plus intellectuellement comment dire, en accord avec l'école. Et donc voilà, j'ai toujours remis en question, peut-être à tort. Et je me dis vraiment qu'il y a plus que ce qu'on regarde en France, en tout cas, que ce soit les cours ou le travail. Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi et c'est un exercice que j'aime bien faire avec les élèves parce que je suis formatrice aussi en communication, prise de parole. Et quand je leur demande de se présenter sans me parler de leur travail, et ben parfois, en fait, ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils sont presque gênés d'avoir finalement des loisirs. Alors certains n'en ont même pas. Donc à ce moment-là, ils me disent, mais qu'est-ce que je dis? C'est quoi ta personnalité? C'est quoi tes plus belles qualités? Enfin, il y a plein de choses à dire. Et c'est vrai qu'en France, on classe les gens dans des petites cases, parce que, alors ça, c'est le propre de l'humain, hein, ça rassure, mais en fait, on n'apprend pas à voir au-delà de ce que du titre de la personne. Alors qu'en fait, on est au travail une personne, mais en dehors, en fait, on fait plein de choses, et ces choses-là définissent aussi qui on est, parfois même beaucoup plus fortement que la personne qu'on est au travail. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, je rebondis là-dessus. Tout à l'heure, je te demandais comment je faisais pour intégrer le triathlon dans mon quotidien. Et je t'ai dit, c'est justement parce que je fais des triathlons que j'arrive à faire le reste. Et ça rejoint exactement ce que je te dis. Pour moi, tu es plus efficace dans ton travail ou dans ce que tu fais si tu fais autre chose à côté. Il y a des gens qui sont, alors ça s'appelle workaholic, ça veut dire que tu es alcoolique de ton travail. Et j'en ai autour de moi. C'est pas du tout sain pour la santé et pour ta personnalité. Et donc, c'est pour ça qu'en tout cas, dans cette boîte, chez Veloc, on prône en fait le fait que les gens fassent des choses à côté, que tu ne sois pas focus que sur le travail. On essaye de vraiment comprendre qui ils sont derrière et ce qu'ils font en parallèle, avant de les recruter en tout cas. Ouais, mais je trouve que c'est intéressant. Et tu vois, j'avais une discussion la dernière fois sur les sociétés. Alors, tu as beaucoup de sociétés comme ça aux États-Unis ou au Japon qui proposent plein de loisirs au sein de l'entreprise. Et je trouve que, alors, il y a un côté très intéressant parce que ça amène le salarié finalement à faire autre chose que travailler. Pour autant, il le fait dans le cadre de l'entreprise. Et ce que j'aime, moi, dans le fait d'avoir des activités extérieures, c'est de rencontrer plein de personnes différentes, en fait. Quand tu vas au sport, tu vois des gens. J'en sais rien, si tu fais de la poterie, tu vois d'autres personnes. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles t'apportent des choses, en fait, et elles t'apportent une façon qui va être différente de voir le monde, de grandir, etc. Et c'est aussi ça la richesse des loisirs et des hobbies, comme on dit. C'est les gens que tu rencontres, ouais. Et tu vois, dans l'école d'ingé ou au Mexique, ce qui me plaît le plus et je pense qui me stimule le plus, c'est les gens qu'on rencontre et les relations qu'on a tissées. Tu vois, par exemple, avec Romain, on ne se serait jamais rencontrés si je n'avais pas fait l'UTT et j'aurais peut-être jamais monté cette boîte-là parce que je n'aurais pas été stimulé d'une certaine manière avec les gens que j'ai rencontrés. Et peu importe les voyages ou les expériences que j'ai, les meilleurs souvenirs que j'en tire et que j'en garde, c'est les personnes que j'ai rencontrées, les liens que j'ai pu avoir et le regard différent que j'ai pu rencontrer. Ça, c'est propre aussi au voyage. Hein. Les gens qui voyagent beaucoup rencontrent des gens et en fait voient leur regard sur le monde changer à chaque personne qu'ils vont rencontrer. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît dans le fait de voyager. Hein, donc, je te rejoins là-dessus. J'ai une question. Alors, concernant tes études, peut-être plus sur tes 2 années de prépa, mais si c'est le même sentiment, tu peux le partager sur l'ensemble de tes études. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce qui t'a le plus challengé? Ce qui m'a le plus challengé, c'est rester. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a un gros écrémage et j'ai fait, au lieu de 2 ans de prépa, j'en ai fait 2 ans et demi. Et j'ai fait quelques semestres en plus parce que j'ai voulu tester les limites de mon corps en disant, en parallèle de cette prépa, on lance Veloc. Et j'ai beaucoup passé de temps sur Veloc, quitte à passer un tout petit peu moins de temps sur mes cours. Et c'était une décision qui n'était pas forcément la meilleure, mais ce qui m'a le plus challengé, c'est de faire ces 2 choses-là en même temps. Et le meilleur souvenir que j'en ai, franchement, ces 2 années de prépa, si je mens pas, c'est le meilleur souvenir que j'en ai, c'est Veloc. Tu vois, quand je te parle des cours, ce qui me plaît le plus, c'est pas les cours, c'est ce que je fais à côté. Donc, je suis désolé, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends, mais sache une chose, c'est que ce qui m'a plu le plus sur ces 2 années de prépa, c'est le lancement de Veloc et le challenge
de début de projet où tu dois tout penser, en fait. Mmh. Tout penser. Voilà. J'avais pas de réponse. J'ai posé cette même question à un étudiant qui est sorti de prépa intégrée l'année dernière, et lui, ce qu'il a le plus aimé, c'est l'esprit de camaraderie. Ouais. Parce qu'il m'a dit, en fait, on vit des choses tellement dures Ouais. que les autres, en fait, on crée un groupe de gens, c'est hyper fort, et il me dit, en fait, on ne peut pas vivre ça autre part que dans des années qui sont si challengeantes. Ouais, il a raison. Et c'est vrai que, je lui disais, pour avoir vu ça en prépa médecine, la première année où j'ai été directrice de prépa médecine, j'avais un groupe d'élèves avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Ça fait 15 ans et ils sont toujours amis. Okay. Et ils se sont rencontrés, ils ne se connaissaient pas avant la prépa, et ils sont toujours amis aujourd'hui, parce qu'en fait, les liens qui sont créés à ce moment-là sont tellement forts, parce qu'on vit des choses qu'on ne vivrait pas, et que les gens ne peuvent pas comprendre quand ils ne vivent pas ça, qu'en fait, ça reste des liens forts par la suite, ça forge des liens très, très solides, quoi. Oui, non, mais tu as complètement raison, et la personne qui t'a dit ça a entièrement raison également. Et tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment de dire que ces années sont dures, et quand tu rencontres des personnes que tu sors de lycée, que tu as eu l'habitude de voir les mêmes têtes, etc., tu arrives en prépa, ou en prépa intégrée, ou peu importe, tu rechanges tout ce que tu as eu l'habitude de connaître. Donc en fait, tu tisses très très vite des liens. Et le fait que ce soit dur, le fait que ce soit intense, et le fait que tu vives plein d'émotions en début de cursus, ça te fait en fait connaître les personnes, tu apprends à les connaître, et tu vis des choses qui sont extraordinaires. Et tu vois, il y a des amis que je me suis fait en première année d'école d'ingé, avec qui je discute encore aujourd'hui, et j'ai l'exemple de mon père qui a fait une école d'ingé aussi, et qui appelle souvent ses amis d'école d'ingé, et qui se voient encore. Et ils ont un groupe aujourd'hui qui s'appelle les Poulos, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça s'appelle comme ça. Et ils se voient tous les ans, et tous les ans, ils se font un truc, et on dirait qu'ils se connaissent depuis toujours, en fait. Ma dernière question, en regardant ton profil, j'ai vu que tu avais créé une deuxième société qui s'appelle Arcosia. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler? Alors, cette société, du coup, on l'a créée avec la même personne, donc avec Romain, qui est toujours à côté. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait des compétences qui étaient plus que la création de produits, mais la gestion de logiciels. Parce qu'en fait, le produit qu'on a créé, ça regroupe et du hardware et du software, avec de la gestion de data, avec de la gestion de projet, où en fait, nous, on a développé des logiciels en interne pour gérer ce projet-là. Et on s'est dit, mais en fait, il y a tellement d'entreprises qui pourraient en bénéficier. Et on s'est dit, je pense qu'on peut mettre à bien nos compétences techniques, que ce soit sur de l'informatique, de la remontée de projet et de la gestion de logiciels, sur d'autres entreprises pour les faire évoluer. Et ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, parce que tu me posais une question sur le dépassement de soi. On essaye de toujours pousser les personnes qu'on a autour à faire mieux, à faire différemment. Et donc, justement, cette deuxième entreprise, c'est, on va dire, une spécialisation en informatique et en gestion de logiciels sur comment on peut faire en sorte qu'une entreprise soit plus performante, plus optimisée, et lui proposer des logiciels qui soient adaptés à son entreprise. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça aide les entreprises pour toutes les démarches de prospection, par exemple? On peut faire des logiciels effectivement sur la prospection. Là, tu vois, en ce moment, il y a des lois qui sont en train de passer sur la facturation électronique. Ouais. Donc, ça peut être des logiciels justement pour accompagner une entreprise sur les lois qui sont en vigueur et sur l'évolution avec l'IA, etc. Comment tu fais en sorte qu'une entreprise soit plus performante. Ok, voilà. Hyper intéressant. C'est pareil, je mettrai les informations liées à cette société. S'il y a des curieux qui veulent aller voir, je mettrai les notes. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose pour terminer cet entretien? Si j'avais une phrase que je devais dire, c'est une chose est sûre, l'école d'ingé, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ces dernières années. C'est clairement, je ne voulais pas en faire de base, je voulais faire une école de commerce ou autre chose. Et mes parents m'ont dit, essaie de faire une école d'ingé, tu verras si ça te plaît, mais au vu de ton profil, on pense que ça pourrait te plaire. Et moi, je n'avais pas envie, j'étais buté, voilà. Bon, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis ces dernières années. Je ne les remercierai jamais assez de m'avoir poussé à le faire. Et je suis persuadé que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait cette école d'ingé, pas voyagé au Mexique, pas lancé de boîte. Et donc, et l'autre chose qu'on nous a beaucoup dit au début et que je suis très content de ne pas avoir écouté, c'est pas possible, c'est trop dur, vous n'allez pas y arriver, il y a trop de choses. Et en fait, avec Romain, on s'est dit, mais en fait, pour nous, c'est un challenge à relever. C'est un vrai challenge à relever de dire, on va y arriver, on va vous prouver que c'est possible. Oui, ce qu'on fait, c'est dur. Oui, on mène plusieurs choses de front, mais on va vous prouver qu'en fait, on est capable de faire ce genre de choses, et on avait pour nous-mêmes envie de le faire. Donc, voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ces mots qui sont… En fait, ça fait…
je pense que c'est au-delà du courage, c'est en fait le fait de croire en ton projet. Et en fait, une fois que tu crois dans la justesse des actes que tu es en train de faire, Ouais. l'énergie, tu la trouves en fait. Mm. Et quand tout est aligné, parce qu'en fait, souvent on dit tu vas te fatiguer, tu vas être épuisé, mais en fait, si tu es aligné avec le projet et que tu crois en les valeurs de ton entreprise, le temps que tu y passes, en fait, tu le comptabilises pas. En fait, tu fais c'est que du kiff tout au long de la route, en fait. Exactement. Mm. Et je pense qu'une fois que tu as la vision au début de ton projet, dans tous les cas, je pense qu'une personne qui mène un projet, j'avais entendu un truc une fois, c'était dire que tu dansais sur une musique qu'il n'y a que toi qui es capable d'entendre. Et je trouve ça tellement vrai. Quand on lance un projet, tu as les gens qui vont te freiner, tu as les gens qui vont te dire oui, c'est pas possible, pourquoi vous faites ça, le marché n'est pas prêt, etc. Et toi, tu es persuadé en fait de ce que tu fais. Donc, des fois, à tort, encore une fois, peut-être, mais en fait, c'est ce qui fait que comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas du temps que tu vas passer et qui te coûte, parce que c'est du temps que tu passes à faire quelque chose qui te plaît et qui te stimule. Et ça, c'est hyper important. Oui. Et ben, je suis 100% d'accord. Sur ces superbes mots, j'aime beaucoup la citation, je la reprendrai parce que je la trouve vraiment très chouette. Je te remercie. Je mettrai tes contacts, donc les liens vers les 2 entreprises et aussi ton contact LinkedIn s'il y a des gens qui veulent te poser des questions. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Au contraire, je suis toujours ouvert. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tous les cas, Antoine, et je te souhaite plein de bonnes choses pour tous tes projets, pour la fin de ton cursus à l'école quand même, hein, parce que Ouais, n'oublie pas que tu es toujours étudiant, quoi. ouais. Ça marche. Et merci beaucoup, Laurine, d'avoir pris le temps. Et puis, merci pour tes mots et pour tes questions qui sont hyper pertinentes. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à toi.